قررت فيها المحكمة، محكمة الاستئناف، إبطال معناها حكم تحكيمي صادر وفق قضاء لا سي سي، مركز التحكيم الدولي المعروف. في هذه القضية بعد أن صدر الحكم التحكيمي تفطن المحامي وهو يبحث في الانترنت إلى أن طرفين في الهيئة التحكيمية هم قد أنشأوا أكاديمية سموها الأكاديمية الدولية للتحكيم، وأن من بين ممولي هذه الأكاديمية محامي أحد الأطراف، محامي الخصم. فتوجه، وكان هو في الحقيقة عنده قليل من الذكاء، لأنه في الحقيقة عندما وقع إبرام والشرط التحكيمي اشترط أن يكون مقر التحكيم في تونس، وعندما يكون مقر التحكيم في أي بلد في تونس أو في الجزائر فإن القانون فإن الحكم التحكيمي يكون خاضعا للطعن فيه أمام قضاء تلك الدولة. فبطبيعة الحال توجه إلى القضاء التونسي ودفع أمام القضاء التونسي بما يلي. قال أن عدم الإفصاح على هذه المعلومة حرمه من إمكانية الدفاع عن نفسه عن طريق التجريح في الهيئة التحكيمية، وحق الدفاع هو من الحقوق الأساسية لضمان المحاكمة العادلة، وأن النظام العام الدولي يفرض احترام مبادئ المحاكمة العادلة، وبذلك قبل الطعن في هذا الحكم التحكيمي. وكان موقف الهيئة التحكيمية واضحا، عندما يتعلق الأمر بمبادئ المحاكمة العادلة يجب أن تكون المراقبة مراقبة متشددة وليس مرنة كما في الصورة الأولى. وهنالك العديد من الأمثلة التي يمكن أن نضربها، ولكن النتيجة النهائية هي الآتية: بقدر ما يكون النظام القانوني والنظام القضائي متلائما ومنسجما مع خصوصيات التحكيم، بقدر ما تكون الحماية القضائية والقانونية للاستثمار متحققة. أشكركم على حسن الاستماع وأرجع الكلمة إلى السيد الرئيس. Shukran Oustad, je vous remercie, chers confrères et monsieur le professeur. Avant de passer la parole à notre consoeur et madame la présidente de la Cour d'arbitrage de Madrid, Urcula Di Balacio, si je ne me suis pas trompé, qui va nous parler de médiation et d'arbitrage comme alternative pour le règlement des litiges relatifs à l'investissement. Je vous ai juste, si vous permettez, monsieur le professeur et chers collègues et chers confrères, vous signaler que l'Algérie a adhéré à la Convention de New York du 10 juin 1958, du 10 juin 1958, relative à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales. Elle a adhéré le 5 novembre 1988. Ça, c'est le premier point. Donc, la conséquence est quoi? C'est qu'en Algérie, il y a actuellement le régime de la reconnaissance des sentences arbitrales et le régime de l'ordonnance à pied de requête. C'est-à-dire que la reconnaissance, c'est par l'apposition de la formule exécutoire par le président du tribunal qui ne fait pas un contrôle, qui fait juste un contrôle de pure forme. Et cette ordonnance est susceptible d'appel devant la Cour. Merci, je m'excuse si j'ai pu intervenir. Juste Tekmilen. Chers consoeurs, merci. Merci, Monsieur le Président. Bon, j'ai préparé un petit PowerPoint pour rester dans mon temps et j'espère le faire. Je voudrais en tout cas remercier les organisateurs de m'avoir invité. Je suis venue l'année dernière, c'est un plaisir d'être entre vous. Alors, je voudrais tout d'abord réfléchir à ce qu'est investissement et commerce international. Comme ça a été dit hier, les limites entre investissement et commerce international sont floues. En fait, le terme investissement n'a été que rarement
adressés et définis dans les résolutions. Et l'expansion internationale du commerce et des investissements a introduit de plus en plus de complexité dans les relations commerciales entre entreprises, investisseurs et États. Et c'est pour ça que je vais adresser ce qui est le cœur de mon intervention, c'est-à-dire l'arbitrage. La médiation, c'est plutôt notre confrère de Paris, David Hautain, qui va le traiter. Non seulement du point de vue des investissements, mais aussi en général du commerce international. Pourquoi l'arbitrage international ? Eh bien, parce que les litiges qui peuvent naître à l'occasion des relations commerciales complexes font partie des risques que les parties doivent appréhender à l'avance. Ça, c'est tiré directement d'une guide d'arbitrage international auquel je réfère tout à l'heure. Alors, c'est vrai que dans la sphère internationale, c'est très commun que les parties prennent recours à l'arbitrage, et c'est précisément parce que il y a des préventions à aller devant les cours judiciaires de la partie contraire. Et c'est évidemment lors de la négociation qu'il faut faire la réflexion. Si nous avons des problèmes, quelle serait la meilleure voie pour résoudre ces problèmes? Alors, quand on fait cette réflexion, il faut penser que nous pouvons aller devant l'instance judiciaire, mais que nous avons d'autres solutions devant nous, soit l'arbitrage, la médiation que vous disiez tout à l'heure, Karl Marx en parlait déjà, mais si vous allez voir nos confrères chinois, ils vous diront qu'eux, ils l'ont depuis 3000 ans avant Jésus-Christ. Ça fait 5000 ans qu'ils utilisent la médiation. Nous avons évidemment aussi la conciliation ou d'autres solutions amiables, mais peut-être il faudrait rester dans ce qui sont les moyens de solution de conflits amiables plus communs, c'est l'arbitrage, la médiation. Et en fait, l'arbitrage et la médiation, je crois que ce sont des voies qui sont complémentaires. Pourquoi ? Parce que l'arbitrage, c'est un tiers qui vient donner une résolution à un problème, mais si vous allez en médiation, ce que va faire le médiateur, c'est faciliter la communication, mais la résolution du problème va être des parties qui sont dans ce problème. Alors, qu'est-ce que nous avons quand nous parlons d'arbitrage? Nous avons une voie de solution où un tiers vient prendre une résolution qui est spécialisée, parce que nous trouvons que les arbitres connaissent bien la matière dans laquelle ils doivent résoudre, efficace. Nous avons la sécurité juridique, la confidentialité, elle est rapide. Bon, ça s'est mis en cause de temps en temps. Je me demande si économique, parce qu'il y a les deux théories, et elle est souple. Alors, voyons les caractéristiques une par une. La spécialisation. Bon, évidemment, quand une partie doit choisir un arbitre, il va essayer de trouver quelqu'un qui soit bien familiarisé avec ce qui est le problème qu'il a devant. Et c'est vrai que dans l'univers d'arbitres, disons que comme vous disiez tout à l'heure, maintenant c'est l'économie globale, nous trouvons des spécialistes un peu pour n'importe quoi. Et c'est un avantage, parce que quand vous allez devant la juridiction, je ne sais pas, j'imagine qu'ici c'est comme en Espagne, qui est le pays que je connais le mieux, vous avez des spécialistes en droit civil, en droit commercial, en droit pénal, mais après, s'il faut
aller en profondeur dans des matières plus techniques ou d'autres compliquées, c'est vrai que c'est très difficile qu'ils aient l'habitude de résoudre cette sorte de problème. Et c'est vrai que dans l'international, c'est plus commun de trouver des matières compliquées. Donc la spécialisation est quelque chose vraiment d'important. Nous avons après l'efficacité. Et c'est vrai que l'exécution des sentences arbitrales est bien de fois plus facile même que l'exécution de sentences judiciaires. Vous disiez tout à l'heure, je l'avais noté ici, que l'Algérie a adhéré au traité de New York en 1989, excusez-moi, et cette convention fait que l'efficacité des sentences arbitrales est souvent un facteur déterminant de choix de l'arbitrage envers les juridictions en ce qui concerne les contrats internationaux. Nous avons après la sécurité juridique. Et c'est vrai que nous avons la sécurité dans le sens où l'indépendance et l'impartialité des arbitres, dans le sens où c'est un forum neutre. Il n'y a pas de préjudices qui nous font connaître l'affaire avec un biais est quelque chose d'important. Mais c'est aussi la souplesse procédurale, car les règlements d'arbitrage sont normalement, les règlements des institutions internationales sont beaucoup plus souples, moins complexes que les règles procédurales des juridictions et sont mieux adaptés aux besoins et aux attentes des parties d'une procédure internationale. Nous avons la confidentialité que quand nous nous trouvons dans le monde des affaires peut être un élément vraiment très important. Et même en absence de stipulation expresse des parties, l'arbitrage offre une plus grande confidentialité que les procédures judiciaires. Normalement, cette confidentialité se maintient jusqu'au moment où on va exécuter exécuter la sentence arbitrale et que nous devons venir devant la juridiction, c'est alors que cette confidentialité est perdue en partie. Alors, le suivant caractéristique est quelque chose que je me demande bien parce qu'il y a des voix qui défendent que c'est économique et d'autres qui défendent tout le contraire. Mais c'est vrai en fait que les coûts dépendent en essentiel de la forme qu'on donne au litige. Alors, étant donné que les parties peuvent accorder comment va être la procédure et qu'ils peuvent accorder une procédure sur mesure qui soit accélérée, ils peuvent très facilement contrôler les dépenses. En ce qui concerne la rapidité, c'est la même chose. On peut aller par une procédure ordinaire où les délais sont normalement plus longs que si vous choisissez une procédure accélérée, mais quand même plus courts normalement que les procédures judiciaires. Et le fait que les sentences arbitrales sont normalement définitives directement et qu'il n'y a pas de recours, fait que dans le tout, les procédures arbitrales sont plus rapides que les procédures judiciaires. Et je crois que c'est la dernière caractéristique que je voulais pointer, c'est la simplicité et souplesse de la procédure. Comme j'ai dit, l'autonomie des parties fait que les parties peuvent définir comment va être la procédure pour l'affaire
qu'ils ont entre mains. Alors, nous avons, comme on a dit tout à l'heure, des affaires qui viennent des investissements. Ici, normalement, comme on disait hier, c'est d'un côté peut-être une entreprise ou un fonds ou autre qui fait un investissement de longue durée dans un pays tiers et elle va aller demander la protection par un arbitrage d'investissement sur, excusez-moi, et c'est les accords bilatéraux d'investissement signés entre États qui sont à l'origine de la soumission à arbitrage. C'est ce qu'on nous disait hier, et on nous disait même il y a des occasions où il y a une convention arbitrale entre deux parties et quand même l'investisseur étranger va saisir l'État devant le CIRDI ou autre. Et il y a des négociations entre parties de différentes nationalités où la convention arbitrale est la source du pouvoir des arbitres. Et c'est alors des arbitrages commerciaux. Alors, je voulais seulement faire référence très brève à 3 institutions. L'une, c'est les arbitrages CNUDC, c'est-à-dire des Nations Unies, selon les règles des Nations Unies. CIRDI, ça a été déjà exposé hier, et je voulais vous dire que nous avons un nouveau centre d'arbitrage international à Madrid. C'est pour ça que je n'ai pas apporté des données de CCI que tous vous connaissez, mais que je voulais vous présenter très brièvement ce nouveau centre. Alors, en ce qui concerne les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies sur le droit commercial international, je vais vous passer la présentation, comme quoi vous aurez toutes les données, parce que je ne veux pas débarquer dans le temps d'autres intervenants. Mais ce qui est le plus important, c'est que ça a été accordé en 1976 et que c'est en évolution. Ça a été pris, cette convention, pour des arbitrages ad hoc, mais ça est devenu de plus en plus utile et utilisé dans l'arbitrage institutionnel. Du coup, en 1982, ils ont pris la décision de publier les directives pour l'administration des arbitrages conformément à la règle d'arbitrage CNUDC. C'est intéressant de savoir que maintenant, il y a un groupe de travail, c'est le groupe 3, qui travaille précisément sur la reconsidération des normes pour l'arbitrage d'investissement et qu'il paraît que l'avance des travaux va dans le sens d'établir des tribunaux permanents. Bon, vous retrouverez tout ce qui est la phase préliminaire, phase écrite, phase orale, la sentence dans la présentation. Je voulais vous parler après du CIRDI, mais j'ai vu que hier, dans plusieurs interventions, ça a été un peu déjà raconté, comme quoi je passe un peu vite. Et je vais seulement vous dire 2 mots maintenant bon, ça c'est la procédure du CIRDI, vous l'avez sur la présentation. Je vais vous parler 2 minutes pour ne pas dépasser mon temps. Voilà, du Centre international d'arbitrage de Madrid, qui a été créé par la Cour d'arbitrage de Madrid que je préside, la CIMA qui est un collaborateur permanent de l'UIA, et la Cour espagnole d'arbitrage avec l'appui du barreau de Madrid comme allié stratégique. Alors, c'est vraiment quelque chose de très récent. C'est avant l'été 2019 que l'accord a été pris de la création du Centre international d'arbitrage de Madrid. La vocation est d'être une institution arbitrale de référence au niveau mondial.
c'est la fusion de l'activité internationale des cours que j'ai mentionnés. Ces cours ont une histoire de plus de 30 ans de travail, donc elles ont déjà un parcours et elles ont une expérience importante. Et ce que nous allons faire, c'est que les dossiers internationaux en cours de traitement par l'une des 4 institutions va être continué et fini par cette institution. Les affaires internationales résultant d'une convention d'arbitrage conclue avant le 1er janvier 2020 seront envoyées à l'institution qui avait été désignée, mais il va être proposé d'aller devant la nouvelle cour et ça sera une opt-in pour les parties. Et toutes les affaires internationales découlant de conventions d'arbitrage conclues après le 1er janvier 2020 seront directement renvoyées au nouveau Centre international d'arbitrage de Madrid. Et voilà, comme j'ai dit, l'arbitrage et la médiation sont complémentaires. Il y a des clauses qui sont mixtes, mais je suis sûre que notre confrère qui va nous illustrer sur la médiation va pouvoir compléter cette information. Je vous laisse dans la présentation qui sera mise sur le site aussi quelques pages d'intérêt et le guide d'arbitrage international Latam Watings qui est très clairement structuré et que je vous invite à voir. Merci bien. Merci, chère consoeur et Madame la Présidente, pour votre intervention. Juste pour vous compléter, hein, ce n'est pas habituel chez moi. Pour ce qui concerne le coût d'investissement, le coût de l'investissement d'arbitrage en matière, Doing Business a récemment publié les coûts. Elle estime que les frais demandeurs en moyenne sont de 4 437 000 $. Le coût du répondant, c'est-à-dire du défendeur, est en moyenne de 4 559 000 $ en moyenne, hein, par procès, et que le coût du tribunal en moyenne est de 746 000 $. Voilà à peu près. Il faudrait aussi connaître quel est le montant de la discussion. Oui, non, c'est le coût moyen. C'est le coût moyen, ce qui a fait dire au magazine Forbes que ça empêchait, les frais étant tellement importants, ça empêchait beaucoup de parties de recourir à l'arbitrage. Mais l'autre information, c'est qu'il y a possibilité d'obtenir un financement auprès de tiers funders qui vont financer l'arbitrage, tout simplement. C'est juste pour oui, c'est vrai que les tiers funders, c'est une figure qui est très intéressante et très présente. Qui est arrivée, ça fait 2 ans plus ou moins dans le marché, sur le marché de l'arbitrage. Oui. On appelle bien ça un marché d'arbitrage. Oui. Voilà. Moi, je vais me permettre de passer la parole à Monsieur le Président Lahsen Khadroussi, conseiller à la Chambre commerciale et maritime de la Cour suprême, magistrat permanent au tribunal arabe de l'investissement au Caire, qui va nous faire découvrir, après avoir découvert le centre d'arbitrage de Madrid, on va se remémorer ce tribunal d'arbitrage. Merci. Shukran. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيدات والسادة الحضور الكريم شرف عظيم وداع من دواعي سعادة أن أكون بينكم بمناسبة انعقاد الندوة الثانية من الملتقى الدولي للمحامين الجزائريين حول مسألة الحماية القانونية والقضائية للاستثمار في الجزائر. وشرف كبير أن نتناول الكلمة أمامكم بموجب هذه المداخلة المتواضعة وذات صلة مبينة بموضوع ملتقى محكمة الاستثمار العربية، جهة قضائية إقليمية متخصصة في فض النزاعات الاستثمارية. إن موضوع المداخلة يتمحور أساساً في قسمين أساسيين: الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والنظام الأساسي لهذه المحكمة أو محكمة الاستثمار العربية.
القسم الأول: الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. انطلاقا من تقرير التنمية الاقتصادية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي، وإيمانا بأن العلاقات الاستثمار بين الدول تشتغل في العمل الاقتصادي والاجتماعي الذي يتطلب توفير مناخ ملائم للاستثمار، ويتطلب كذلك تسهيل الإجراءات المتعلقة بذات الاستثمار، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وتوظيفها وحمايتها داخل الدول العربية، وتسهيل انتقال المستثمرين العرب بين الدول العربية بما يخدم التنمية المستدامة فيها وبما يرفع مستوى معيشة مواطنيها ويدعم مستثمرها، إذ تعتبر الأحكام الواردة في الاتفاقية أنها تشكل حداً أدنى في معاملة رؤوس الأموال العربية والاستثمارات. يجب تأكيد أن التشريعات الوطنية المتعلقة بالاستثمار في الدول العربية قد أقرت هذه الاتفاقية، ومن الحقيقة الذي يعتبر جزء لا يتجزأ منها، معلنة أي هذه الدول معلنة استعدادها التام لوضعها موضوع التنفيذ نصا وروحا، مؤكدة رغبتها في بذل قصارى جهودها لتحقيق أهدافها وغايتها، وهو الأمر المحقق من الإقبال على تعديل الاتفاقية وجعلها تتلائم الأوضاع الراهنة الحالية، إذ أدخلت على الاتفاقية تعديلات هامة خلال سنة 2013. ومن بين التعريفات التي جاءت بها الاتفاقية حتى يفهم موضوع وأهداف هذه المحكمة أن الدولة المضيفة للاستثمار في الدولة الطرف التي تكون الاستثمارات العربية داخل حدودها الجغرافية، وأن رأس المال العربي هو المال الذي يملكه المستثمر العربي، ويشمل كل ما يمكن تقويمه بالنقد من حقوق مادية ومعنوية، وأن استثمار رأس المال العربي هو استخدام رأس المال العربي في أحد المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية في إقليم دولة طرف غير دولة المستثمر العربي، أو تحويله إليها بهدف تحقيق عوائد وفقا لهذه الاتفاقية، وأن المستثمر العربي هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك رأس مال عربي ويقوم باستثماره في إقليم دولة طرف لا يتمتع بجنسيتها، عن أن لا تقل نسبة مساهمة المستثمر العربي في رأس مال الشخص الاعتباري عن 51%، على أن لا تقل نسبة مساهمة المستثمر العربي في رأس مال الشخص الاعتباري عن 51% بصورة مباشرة، وأن العوائد هي مخرجات الاستثمار وجميع المبالغ التي يديرها المستثمر وعوائدها، وتشمل على سبيل المثال لا الحصل الأرباح والعوائد والمكاسب الرأسمالية والأتوات والرسوم والتعويضات. إن من المبادئ الأساسية في الاتفاقية المعدلة أن تسمح الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وفي إطار إحكامها بانتقال رؤوس الأموال العربية فيما بينها بحرية، وتشجع وتسهل استثمارها مع مراعاة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة، وأن تتعهد بحماية المستثمر والاستثمار وعوائدها. ومنه تتمتع رؤوس الأموال العربية في الدول في الدولة الطرف بمعاملة عادلة ومنصفة في جميع الأوقات، وأن لا تفرض أي متطلبات أداء أو قبول قد تكون ضارة بالاستثمار أو ذات أثر سلبي عليه أو التمتع به. وتشكل أحكام الاتفاقية حداً أدنى لمعاملة كل استثمار يخضع لها، وفي حدود هذا الحد الأدنى تكون الأولية في التطبيق لأحكام الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين
مع قوانين وأنظمة الدول الأطراف، فيما أنه يستهدي في استخلاف الأحكام المتعلقة بالاتفاقية وفي تفسيرها بالمبادئ التي تقوم عليها والأهداف التي استلهمتها، ثم القواعد والمبادئ المشتركة في تشريعات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ثم بالأعراف التجارية الدولية. إن الحماية القانونية للمستند العربي